On retrouve Joséphine Staron, directrice des études et relations internationales du think tank Sinopia, le laboratoire des gouvernances, docteur en philosophie politique. Bonjour. On décrit Vladimir Poutine comme une personnalité irrationnelle et paranoïaque. Ces traits de personnalité n'expliquent pas à eux seuls une politique nationaliste qui regrette la Grande Russie. Non, c'est quand même quelque chose qui était ancré depuis quelques années. Ça fait 20 ans que Vladimir Poutine montre finalement aux Occidentaux sa volonté d'étendre la sphère d'influence de la Russie, de redorer le blason de la Grande Russie et finalement peut-être d'avoir sa revanche sur un système international qui, depuis quelques années, l'a un peu banalisé, l'a mis au banc. On se souvient qu'il a été retiré du G8, qui est devenu ensuite un G7, qu'il a subi de nombreuses sanctions économiques et commerciales qui faisaient suite, bien évidemment, aux transgressions du droit international. On l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Crimée, on le voit maintenant en Ukraine. Donc, est-ce qu'il y a une forme de paranoïa ? Peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas être tout à fait surpris de cette volonté de réaffirmer la puissance de la Russie. C'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif et surtout dans celui de Vladimir Poutine et de son gouvernement depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il emploie les mêmes méthodes que celles du KGB et celles de l'URSS, qui n'hésitaient pas à envoyer l'armée rouge occuper la Tchécoslovaquie en août 68. Oui, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est issu lui-même du KGB, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ces méthodes-là, qui est probablement nostalgique aussi de cette époque, de l'époque de la Grande Russie, et qui aujourd'hui montre aux Occidentaux qu'on passe de la parole aux actes, qu'il est capable de réaliser les menaces qu'il a proférées depuis de nombreuses années. Il faut bien se rendre compte qu'on était dans un monde depuis quelque temps où la dissuasion, on pensait en tout cas que ça pouvait suffire, qu'on était dans un monde où les sanctions et la menace de sanctions pouvaient être suffisamment fortes pour empêcher l'action, et en tout cas des actions militaires. Et on se rend compte aujourd'hui, de manière brutale en Europe, que la guerre peut survenir à tout moment. Et Vladimir Poutine est celui qui nous fait prendre conscience dramatiquement de cette nouvelle donne. Est-ce que l'effondrement de l'URSS et l'humiliation ressentie par le peuple russe à cette occasion sont, d'après vous, des éléments déterminants pour comprendre la situation actuelle ? Oui. Après, il faut peut-être distinguer le peuple russe et Vladimir Poutine. On n'a pas suffisamment d'informations aujourd'hui pour savoir si le peuple russe, dans sa majorité, soutient la guerre en Ukraine aujourd'hui. Mais il est certain que ça fait quand même quelques années que l'OTAN essaye d'étendre sa sphère d'influence vers l'Est et que Vladimir Poutine met en garde les Occidentaux en disant si vous continuez, nous aussi, nous chercherons à nous étendre vers l'Ouest. Donc, même s'il est évident que Vladimir Poutine est responsable de cette situation et qu'il l'a pensé depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, c'est finalement une réponse à l'extension aussi de l'OTAN. Il faut se rappeler que la plupart des pays de l'ex-Union soviétique sont rentrés dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et que donc la sphère d'influence de la Russie a progressivement diminué. C'est justement ça que veut combattre aujourd'hui Vladimir Poutine. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'Europe dans un instant. Donc sans surprise, la Russie a mis son veto au Conseil de sécurité à une résolution contre l'invasion russe en Ukraine et pour le retrait des troupes russes. Le Conseil de l'Europe a suspendu hier la Russie. Le président ukrainien appelle l'Union européenne à déconnecter la Russie du réseau bancaire international SWIFT, le système de transactions financières internationales. Edwige Wamanissa. Une réunion animée du Conseil de sécurité de l'ONU. Sans surprise, le projet de résolution présenté par les États-Unis condamnant l'attaque russe contre l'Ukraine a fait l'objet d'un veto de la part de la Russie. La Russie ne peut pas mettre son veto à cette résolution, ne peut pas mettre son veto à nos voix. Elle ne peut pas mettre son veto à la vérité. Elle ne peut pas mettre son veto à nos principes. Elle ne peut pas mettre son veto au peuple ukrainien. Sur les 15 membres du Conseil, 11 pays ont voté en faveur du texte, mais 3 se sont abstenus. La Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Pékin affirme être contre la prise de sanctions qui pleuvent sur la Russie. De son côté, le secrétaire général de l'ONU
a appelé à nouveau à cesser les combats et trouver une solution pacifique. L'ONU est née de la guerre pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas été atteint. Mais nous n'abandonnerons jamais. Nous devons donner une nouvelle chance à la paix. Les soldats doivent retourner dans leurs casernes. Les dirigeants doivent prendre le chemin du dialogue et de la paix. En début de semaine, alors que les forces russes se rapprochaient de Kiev, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre que son pays pourrait renoncer à son objectif d'adhésion à l'OTAN, un projet que la Russie considère comme une menace existentielle pour sa sécurité. Et on retrouve donc Joséphine Staron. La leçon de cette crise, est-ce que ce n'est pas la nécessité d'un traité européen entre les États européens de défense mutuelle, précisant les stratégies et les moyens indépendamment du parapluie américain ? Oui, ça fait de nombreuses années qu'on parle de cette fameuse Europe de la défense qui peine à voir le jour aujourd'hui et que c'était finalement un tabou. On avait certains pays européens qui étaient satisfaits de l'OTAN en pensant que c'était une protection suffisante pour l'Europe. D'autres pays qui, comme la France, demandent depuis de nombreuses années à ce que l'Europe se dote de capacités de défense autonome en plus de l'OTAN. Donc, on était dans une situation un peu bloquée. Aujourd'hui, avec l'épreuve que nous fait vivre la Russie, il y a de très fortes chances que le tabou soit enfin levé autour de l'Europe de la défense et que les États européens, les 27, soient unanimes et trouvent enfin la manière d'assurer la sécurité collective du continent. Bien évidemment en comptant sur l'OTAN, mais pas uniquement. Il faut bien voir que depuis quelques années, les États-Unis ont montré une volonté peut-être d'investir moins dans l'OTAN au niveau européen, de se retirer un peu des affaires européennes pour investir d'autres zones géographiques, notamment l'Indo-Pacifique. Et donc les Européens sont aujourd'hui face à un véritable défi qui est celui d'assurer leur propre défense collective, mais ça va nécessiter de lourds investissements en matière de défense. Et c'est là où les négociations entre les États européens vont être intéressantes et vives, mais je pense que là on est à un tournant et que les Européens ont tous conscience qu'un nouveau conflit, en tout cas, ne pourra pas ou pourra sonner peut-être la fin de l'Union européenne si nous ne sommes pas capables de répondre efficacement aux menaces qu'on fait peser sur notre continent. Merci beaucoup, Joséphine Staron, pour votre décryptage et merci d'avoir été avec nous.